bonjour à tous. Du coup, moi c'est pareil, je suis plus doctorante, j'ai soutenu ma thèse en 2020. Maintenant, je suis chargée de recherche au CNRS, donc au laboratoire d'ingénierie et de mécanique de Bordeaux. Finalement, cette partie bio-inspirée, ma thèse, je l'ai faite sur le comportement mécanique de matériaux à base de liège, donc où j'avais déjà découvert les matériaux naturels en faisant des stages sur le comportement mécanique de matériaux à base de bois au Japon, et après j'ai continué et ça m'a vraiment hyper intéressée. Et donc aujourd'hui, et à la suite de ma thèse, je me suis dit j'aimerais bien continuer avec ces matériaux naturels, mais peut-être pas forcément comme les utiliser comme coproduits, mais peut-être juste s'en inspirer parfois parce que voilà, le liège ça marche facilement, mais si on veut faire un matériau à base de carottes, ça peut être un peu plus compliqué à garder dans le temps. Et donc j'ai souhaité développer au CNRS une activité sur les matériaux architecturés bio-inspirés pour la protection contre l'impact. Donc pour ça, si on revient un peu en cas d'impact, typiquement c'est ce qui arrive dans les transports, donc en voiture, en train, à vélo. Dès qu'on a des déplacements de matière ou de personnes, il y a des risques d'accident et donc il faut de la protection. Et dans ces protections, en général, c'est mieux qu'elles soient légères parce que si c'est trop lourd au niveau de la consommation d'énergie pour bouger les objets et les personnes, c'est pas compatible. Et puis aussi, dans le cas de protection personnelle, si on a un casque qui pèse 20 kg, on ne va pas l'utiliser. Donc, le côté léger est important dans le cas des transports. Et par exemple, si on imagine un matériau, alors on peut soit utiliser des matériaux légers, mais on ne peut pas, au bout d'un moment, qu'ils soient si légers que ça, donc on essaye d'utiliser moins de matière. Et le fait d'utiliser moins de matière, on peut se dire on va l'architecturer à certains endroits. Donc soit on la met pile au même endroit dans un grand carré, ce qui n'est pas très utile. On peut le faire comme dans les cas des composites en mettant des longues fibres à certains endroits ou alors des petites particules, etc. Je prends la partie architecturation au sens très très large du terme puisque je comprends à la fois aussi les matériaux composites et des choses comme ça là-dedans. Et on peut se poser la question du coup de est-ce que dans le cas de l'impact, est-ce qu'il y a des architecturations qui sont plus intéressantes pour nous protéger en cas d'accident? C'est pas nouveau quand même, il faut savoir que si on regarde dans un casque de vélo, on retrouve des mousses. Et les mousses, même si c'est pas à des endroits spécifiés par l'homme où est la matière, on a une alternance entre matière et porosité. Voilà, c'est juste de manière aléatoire, stochastique, mais maintenant avec les nouveaux procédés de fabrication, que ce soit la fabrication additive, mais plein d'autres comme le freeze casting, pour ne citer que lui, on peut se décider être vraiment pilote de notre structure. Et donc, si on veut la piloter, on peut se poser la question, on peut se poser la question, quel est l'intérêt, où est-ce qu'on peut placer la matière? Un autre intérêt de ces matériaux-là qui sont à la fois de la matière et du vide, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est léger, mais c'est surtout aussi qu'ils ont un comportement qui est un peu différent des matériaux denses, puisque vu qu'il y a de la porosité, la matière, quand elle va se déformer, ça va plutôt être des plaques et des poutres, et en les comprimant, ça va fléchir, comme ça, on appelle ça du flambement. Et ce flambement, c'est ce qui permet notamment d'absorber de l'énergie en cas d'impact, en maintenant des efforts qui sont relativement bas, ce qui est important pour la protection parce que si c'est une plaque de céramique dense, elle va absorber de l'énergie, mais par contre, vous allez recevoir toute l'énergie cinétique, donc c'est pas recommandé pour la protection des cerveaux. Là, c'est un petit exemple avec, dans un nid d'abeille, quand on vient le comprimer, c'est ça qui se passe, les parois, elles flambent, ça se déforme, et donc on est à un effort quasi constant, mais par contre, le fait qu'on puisse déplacer la structure pendant qu'elle se déforme, c'est ça qui absorbe de l'énergie. Et donc, vu qu'on peut peut-être maintenant décider d'où on place la matière, on peut se demander si la bio-inspiration, ça peut être intéressant à partir de structures naturelles. Là, je vous donne juste un exemple. On a parlé d'os de sèche tout à l'heure avec Antoine Le Duigou. Voilà une image que j'ai prise au microscope d'un os de sèche. Du bambou aussi, parce que j'avais ça sous la main. Ce n'est pas forcément des matériaux qui sont, eux, reconnus pour leurs propriétés d'impact, mais c'était pour illustrer un peu le propos. Sauf qu'aujourd'hui, si on veut passer d'un matériau naturel architecturé à un nouveau matériau que nous, on va décider, on l'a vu dans d'autres présentations, l'idée, c'est de simplifier les concepts, c'est d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui fait que ça, dans mon cas, absorbe de l'énergie. Sauf que ça, dans des matériaux naturels qui sont souvent architecturés à plein d'échelles différentes, c'est très compliqué d'isoler le concept.
Et parce qu'il y a à la fois le matériau constitutif, si c'est un polymère, une céramique. Donc la structure multi-échelle, je l'ai dit. Les flambements, si on vient les solliciter très très vite en dynamique, du coup par exemple, on a toute une influence de la vitesse de sollicitation sur les mécanismes locaux de déformation qu'on n'est pas forcément capable de prévoir comme ça, juste en regardant la structure. Et dans pas mal de cas, les matériaux ils sont hydratés et l'interaction fluide-structure en mécanique, ça a aussi une grosse influence sur le comportement mécanique résultant. Et donc, avec tout ça, juste en regardant la structure, c'est difficile de savoir, ok, c'est ça dans cette structure-là que je vais reproduire. Moi, j'ai pris un cas d'application un peu, enfin, pas forcément le plus complexe, mais assez complexe, puisque contrairement au liège, contrairement à l'os de sèche que je vous ai montré, c'est un matériau qui est hydraté, c'est un matériau qui, du coup, quand on va le regarder à l'intérieur, il a des grosses fonctions biologiques. Donc, l'idée, c'est d'aller le regarder quand même, de comprendre sa structure. Pour ça, je mets en place pas mal d'observations 2D, 3D aussi, en ayant recours à des moyens d'observation de pointe, puisque en fait, je suis allée au synchrotron à Grenoble, donc c'est un accélérateur de particules, et ça permet d'imager en 3D à des très bonnes résolutions. Et donc, si on regarde sa structure, la peau du pamplemousse chinois, on va voir qu'il y a un réseau cellulaire, un peu comme le casque de vélo que je vous ai montré. Mais il y a aussi tout un réseau vasculaire 3D qui est hyper présent dans sa peau. Et là, on peut se poser la question, encore une fois, est-ce que c'est juste la biologie parce que c'est pour vasculariser les tissus, ou est-ce que aussi il y a un rôle mécanique, enfin, il va être sollicité mécaniquement, mais est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a des bonnes propriétés à l'impact dans ce matériau-là? Et ça, voilà, moi j'en suis à peu près là dans ma recherche aujourd'hui, parce que ça a été tout un processus de choisir ce citrus ici, parce que c'est un des seuls qui n'a pas été modifié par l'homme. Donc l'idée aussi, c'est de se baser sur des choses qui ont été sélectionnées au fur et à mesure par la sélection naturelle. Ensuite, de faire les images, de les post-traiter. Pour ça, c'est très compliqué, c'est multidisciplinaire, parce que moi, je fais de la mécanique des matériaux pour post-traiter en 3D des images qui sont... j'ai 50 téras de données à l'issue de mon passage au synchrotron, donc je fais appel à pas mal de gens qui sont plutôt en informatique et en traitement des images. Donc c'est vrai que la bioinspiration, ça génère beaucoup d'émulation entre plein de scientifiques différents, donc pour ça c'est assez génial. Et du coup, pour avancer aujourd'hui, l'idée c'est d'essayer d'aller voir quand même quelque chose, par exemple le gradient de densité qu'on a observé dans les cellules, le reproduire donc sur des structures numériques, pour aller les tester sous impact sur mon ordinateur. Comme ça, j'essaye de voir, ah ok, c'est peut-être le gradient de densité. Si je reproduis plutôt le réseau vasculaire, est-ce que c'est plutôt le réseau vasculaire? Et également, avec la fabrication additive notamment, de reproduire des matériaux en réel, de les tester au laboratoire pour vérifier si c'est ça qui paraît un peu intéressant, le gradient de densité par exemple. Et ça, on peut aller les fabriquer à l'échelle méso avec les imprimantes classiques, ou justement avec la nanoscribe qui avait été décrite au deuxième exposé, où on peut faire des matériaux nano-architecturés. Et là, ça pose encore plein de questions sur comment on les teste en dynamique, mais voilà, c'est dans les projets que j'ai actuellement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et...